Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. En 2026, certains logements ont changé de lettre sur votre diagnostic de performance énergétique, le DPE, et sans faire de travaux. Aujourd'hui, dans Tout droit, on clarifie. Est-ce que votre DPE est concerné? Et surtout, quoi faire concrètement pour vendre, acheter ou louer sereinement? Bienvenue dans Tout droit. Aujourd'hui, on parle du DPE 2026. Votre lettre a peut-être changé et on va voir comment le vérifier et quoi faire ensuite. Alors tout de suite, on rappelle la règle du tutoiement sur le plateau. Et j'en suis navrée, Plume n'est pas là avec nous. Elle s'est en effet fait les croisés. Et oui, ça arrive même aux chiens. C'était pas au ski. C'est une rupture d'usure. Elle a donc été opérée. Mais elle nous retrouve, c'est promis. Elle me l'a juré craché dans la prochaine émission. Allez, tout de suite, je vous présente notre équipe d'experts du jour qui est avec moi. Maître Jean-Philippe Pauget, notaire. Gaël Bogopto, responsable du pôle habitat collectif à l'ALEC, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Vincent Dolonnois, directeur clientèle, agence Citia. Et enfin, Erika Filippi, responsable commercial dans le cabinet Acte 2I de diagnostic immobilier. Tout de suite, on démarre par les questions essentielles et les plus importantes. Pourquoi cette évolution? Et est-ce que votre logement est concerné par ce changement de lettre en 2026? Gaël, je me tourne tout de suite vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a changé et concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de statistiques? Alors, ce qui a changé au 1er janvier, c'est le coefficient qui est attribué à l'électricité. Ouais. Et ce coefficient, il dépend du mix énergétique de la France. On considère aujourd'hui que le mix est de plus en plus décarboné, avec plus d'énergie renouvelable, une part de nucléaire qui sera plus importante. Et donc ce coefficient, qui à une époque a été à 2,6, ensuite à 2,3 et depuis le 1er janvier à 1,9. Okay. Concrètement, l'impact que ça a, c'est que ça a fait sortir des logements qui étaient considérés comme des passoires énergétiques, en lettres F ou G, de ce statut de passoire, puisque en changeant le coefficient, on peut faire des petits sauts d'étiquette. Et en stade, ça donne quoi? En stade, ça donne qu'il y a à peu près 4 millions de logements passoires énergétiques en France. Et avec ce nouveau coefficient, il y a 850 000 logements qui en sortent virtuellement. Et localement, il y a une étude récente de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise qui estime que ça représenterait à peu près 9 000 logements qui pourraient sortir du statut de passoire avec cette nouvelle règle. Merci Gaël pour cette présentation. Ça veut dire que nombre d'entre vous vont être concernés. Écoutez donc bien ce qui va suivre. Jean-Philippe, je me tourne vers toi. Juridiquement, un DPE en 2026, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une opinion, un picto, une obligation? Alors, un DPE, c'est assez simple, effectivement. C'est un petit pictogramme réglementaire qui représente, selon une méthode nationale, effectivement, la performance énergétique de ton logement. Donc, je te rassure, on ne va pas l'établir selon la tête du client ou même selon l'humeur du diagnostiqueur. Et donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, avec l'évolution depuis le 1er janvier 2026, en fait, les diagnostics en cours de validité qui ont été établis avant le 1er janvier de l'année, eh ben, on peut simplement les réactualiser d'une manière assez simple en allant sur le site de l'ADEME, justement, qui est l'agence de la transition énergétique. Alors, justement, on voit à l'écran, le public va pouvoir le constater. On te laisse nous expliquer, Jean-Philippe, ce site. Alors, à l'écran, voilà, on voit justement un petit carré bleu. Alors, c'est tout simple. Quand vous avez votre diagnostic de performance énergétique, sur la première page de garde, en haut à droite, vous avez écrit ADEME, un petit numéro à côté. C'est un jeu d'enfant. Vous rentrez effectivement dans le carré bleu à l'espace à renseigner le numéro de l'ADEME. Et en 2 temps 3 mouvements, vous avez la nouvelle classification de bain. Exactement. La nouvelle classification ou pas? Ou pas, selon la caractéristique du logement, tout à fait. Donc la première étape, c'est qu'on identifie le profil de son bien. Alors on va le faire sans panique, sans jargon. Erika, je me tourne vers toi. On va partir sur quelque chose de très concret et les 4 questions que chacun peut se poser chez soi pour savoir s'il est dans la zone à surveiller en 2026. Alors tout de suite, qu'est-ce que le chauffage principal ? Oui, effectivement, si on veut faire simple, il y a 4 questions très basiques à se poser sans forcément être un expert. Donc, on va se poser la question du chauffage principal. Déjà,
un DPE est concerné si vous avez une installation de chauffage fixe. Ah oui, d'accord. La base, c'est avoir une installation de chauffage fixe chez soi pour que ça entraîne la production d'un DPE. C'est-à-dire pas de DPE, pas de chauffage, pas de DPE et pas d'audit énergétique par la suite. Donc si j'ai un radiateur à roulettes, ça marche ou pas? Non, pas du tout. Un chauffage à bain d'huile? Non, bain d'huile, radiateur à roulettes. Il faut vraiment une installation fixe. D'accord. Deuxième question, la production d'eau chaude. Oui. C'est la même chose. Pour le chauffage, vous avez plusieurs types sources d'énergie. Le gaz, le fioul, le réseau de chaleur et l'électricité. Là, on est vraiment en plein cœur de la réforme avec le chauffage électrique. La production de chaleur également et la production d'eau chaude, on va être sur un ballon électrique individuel. Donc là, ça va renforcer clairement le profil tout électrique. Et vous avez d'autre part des chaudières gaz ou chaudières collectives où là, on est sur un autre fonctionnement. Et ça concerne tout ça, quel type de logement? Les individuels, les collectifs? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il n'y a pas de différenciation. On est vraiment sur tous les logements qui ont un système de chauffage électrique ou un système de production d'eau chaude sanitaire électrique. Voilà, que ce soit une maison individuelle ou un appartement en copropriété. Et pour la lettre d'origine, si je suis en passoire thermique, est-ce que je peux en sortir? Oui, alors là, on va juste voir par rapport au seuil. C'est-à-dire que si vous êtes tout près d'un seuil supérieur, par exemple un E très bas ou un F qui est juste au-dessus de la limite, le changement de méthode peut complètement vous faire basculer. Voilà. En revanche, si on est sur un G bien tassé, ça va être beaucoup plus compliqué de sortir de la passoire thermique. Alors Gaël, quelqu'un arrive à l'Allais qui vient te voir, il te dit au secours, mon logement est en F, je suis condamné, je ne pourrai pas vendre, je ne pourrai pas louer. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi ton premier message? Ce qu'on espère rassurant. Oui, alors, déjà, l'étiquette DPE, elle est calculée pour un usage standard. D'accord. Elle ne reflète pas forcément la réalité des consommations du logement. Et ça va dépendre par exemple, un couple qui vit seul ou une famille de 4 ne va pas consommer la même quantité d'eau chaude. Évidemment. Donc pas la même consommation. Et surtout, si on a la possibilité de réguler son chauffage en programmant des réduits la nuit ou des réduits pendant l'absence la journée, ça peut radicalement changer les factures. Ah, donc on peut soi-même, avec des petits gestes simples, finalement, améliorer les choses. Oui, et avoir une facture qui serait beaucoup plus inférieure que ce qu'on pourrait attendre d'un bien classé passoire. D'accord. Alors, en ce qui concerne les deux idées qu'il faut finalement conserver, donc on vérifie si on est dans le profil tout électrique, c'est ça? Oui. OK. Et on lit le DPE finalement comme un outil d'orientation, pas comme une punition, parce que c'est un petit peu comme ça que le vivent les gens aujourd'hui. C'est ça. Et sur un DPE, on va regarder la lettre. Honnêtement, la consommation d'énergie, elle est difficile à comprendre. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est 330 kWh par mètre carré par an. Oui. Comment ça se traduit sur la facture? Moi-même, je ne vois pas ce que ça représente. Par contre, il y a une information importante qui est les travaux recommandés, qui, même si c'est assez simpliste et pas forcément exhaustif, ça donne déjà une bonne orientation sur ce qu'on peut faire comme travaux pour améliorer le gain et ce qu'on peut attendre en termes d'étiquette en réalisant ces travaux. Alors, côté vendeur, on va voir donc aujourd'hui 3 cas concrets. Donc quand on vend, quand on achète, quand on loue. Erika, côté vendeur, je vends un logement tout électrique. Mon DPE a déjà quelques années et j'entends qu'en 2026, il va être meilleur sans travaux. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment très simple. On va regarder la date de validité du DPE. Il faut vraiment que le DPE soit réalisé avant le 1er juillet 2021. Oui, ça, c'est une date clé. Voilà, vraiment de la réforme tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, tous les DPE qui ont été réalisés avant cette date ne sont plus valables. On insiste là-dessus. Aucun DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 n'est valable. C'est terminé. OK ? Exactement. En revanche, s'il est postérieur à cette date, il reprend sa validité de 10 ans. Très bien, valable 10 ans. Voilà. OK. Ensuite, deuxième réflexe, si le logement est équipé d'un chauffage ou d'un système de production d'eau chaude électrique, on va rejoindre Jean-Philippe pour faire une simulation sur l'ADEME. Ça ne sert à rien de se précipiter pour refaire un DPE. Il faut vraiment faire la simulation sur le site de l'ADEME. Et en fonction, si la simulation montre un changement, on va pouvoir générer une attestation qui fera foi comme nouvelle lettre du DPE.
OK. Alors, est-ce que le changement de méthode de calcul garantit l'amélioration de la lettre? Non, malheureusement, c'est pas magique. Non, voilà, le changement de la méthode de calcul ne va pas vraiment fonctionner pour tous les types de biens. Voilà. Alors, Jean-Philippe, toi, côté notaire, comment tu sécurises l'info au niveau de la vente? Alors, le travail du notaire est extrêmement important parce que je vais rebondir sur la réforme qu'a évoquée Erika. Depuis 2021, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le DPE est opposable. Ça veut dire quoi? Il engage la responsabilité contractuelle du vendeur. D'accord. Donc, le travail du notaire, déjà, c'est de vérifier que c'est le bon DPE. Ça peut paraître bête, mais quand j'ai un propriétaire qui a plusieurs biens, il faut que ce soit le bon DPE attaché. Bien sûr. Ensuite, il faut vérifier qu'il est en cours de validité. Et surtout que c'est bien le dernier DPE qui a été établi, puisque si entre-temps il y a eu des améliorations et qu'on n'a pas eu le bon DPE, effectivement, il faut qu'on ait la bonne version, puisque les conséquences pourraient être importantes pour le vendeur, mais également pour l'acquéreur. Donc on doit s'assurer également que l'acquéreur en ait pris connaissance en détail. Alors Jean-Philippe, toi par exemple, tu es en rendez-vous, là tu signes une promesse de vente début janvier 2026 et puis tu as un DPE qui a été fait en octobre 2025. Donc tu sais que peut-être la lettre a changé mais le vendeur l'a pas vu ou l'agent immobilier. Qu'est-ce que tu fais ? Tout simplement, on reprend la petite méthode qu'on a eue en début de plateau. On va sur le site de l'ADEME et puis on va simplement en direct rentrer le numéro. Ça nous sort une petite étiquette avec la nouvelle classification et bien évidemment, on l'annexe à notre avant-contrat de vente pour que l'acquéreur ait toutes les informations et que le vendeur respecte son obligation d'information de vendeur. Alors Vincent, toi, concrètement, en agence, comment tu vas présenter un bien qui aurait pu changer de lettre avec la réforme en restant crédible? Qu'est-ce que tu expliques? On essaye de faire de la pédagogie. Oui. Donc on fait une annonce, on annonce le bon DPE en vigueur, les dépenses théoriques, comme la loi nous l'impose tout simplement. Après, effectivement, on peut essayer d'expliquer la différence de changement de méthode pour rassurer que ce soit le vendeur ou l'acquéreur qui nous a confié le bien à la vente. Et puis effectivement, après en négociation, on reste factuel. Voilà, le vote DPE, voilà les travaux éventuellement à prévoir et les conséquences éventuelles sur le prix de vente. OK. Alors, on va maintenant se tourner côté acheteur. L'acheteur a vu un DPE en F, par exemple, à l'époque où il recherchait un bien immobilier, c'était avant 2026, et le vendeur ou l'agent vous a dit, en tant qu'acheteur, vous inquiétez pas, ça s'est amélioré en 2026. Alors, comment on réagit? Quelles questions, quels documents, quels pièges sont à éviter? Gaël, est-ce que tu peux nous donner les 3 questions indispensables que doit poser un acheteur en 2026? En premier, on va se poser les questions des caractéristiques du logement. D'accord. Déjà, avec la date de construction, on peut savoir si on est sur un bien qui est isolé, soumis à une réglementation thermique ou pas. Okay. On va regarder l'isolation des murs, poser des questions, les fenêtres, le système de chauffage. En deuxième, on va demander le DPE. On va regarder l'étiquette énergie, la version du DPE par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et enfin, on va demander si, depuis le dernier DPE, il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Et si c'est le cas, il faut essayer de récupérer les factures ou avoir des photos pour savoir quel niveau d'isolation, par exemple, a été mis, quelle est la performance des fenêtres qui ont été installées, pour qu'éventuellement, on puisse refaire un diagnostic avec les bonnes informations. Les bonnes infos, OK. Erika, de ton point de vue à toi, par rapport au diagnostic immobilier, quelles sont les 3 vérifications de cohérence qu'un acheteur peut faire? Alors, je rejoins Gaël encore sur la date, parce que vraiment très, très important que ça soit sur la version postérieure au 1er juillet 2021. Il faut attacher une importance aussi, Sophie, aux certifications du diagnostiqueur qui a réalisé le diagnostic. Ça, c'est très important. En fait, à la fin du DPE, en annexe, vous retrouverez les certifications et les assurances du diagnostiqueur qui a réalisé le DPE. Est-ce qu'il peut y en avoir qui ne sont pas à jour, par exemple? Bien sûr, oui. Vous avez un site qui s'appelle l'annuaire des diagnostiqueurs, où vous pouvez aller vérifier la date des certifications de chaque diagnostiqueur. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un point de vigilance à avoir parce que c'est un métier qui a été un peu galvaudé. Donc, c'est important de s'assurer du professionnalisme et des certifications du technicien. OK. Deuxième point important, ça va être la situation du logement dans l'immeuble. C'est-à-dire vraiment vérifier les informations que vous trouvez dans le DPE et ce qu'on voit sur place. Quand je parle Est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ou sous les combles? Exactement. C'est pas la même chose. Voilà, étage intermédiaire. Vérifier aussi les surfaces parce que ça a une incidence importante sur la lettre.
Et troisième point, comparer les équipements. On parlait de chauffage, de système de production d'eau chaude. Vraiment comparer et voir si on parle bien de la même chose. Après, je dis vraiment très clairement, s'il y a un doute par rapport à ce que vous avez visité et les informations que vous retrouvez dans le DPE, il faut clarifier tout ça avec votre notaire avant de signer quoi que ce soit. Merci Erika. Alors Jean-Philippe, ton conseil juridique clé pour un acquéreur? Alors, ça va être paradoxal, mais c'est une bonne communication avec son notaire. Je m'explique. Le notaire, lui, il visite pas le bien. Ça veut dire qu'il y a un travers que certains acquéreurs font. Ils vont aller regarder essentiellement la lettre sans regarder le contenu du diagnostic. Oui, finalement, ils ne vont pas vérifier le reste. C'est ça. Et alors que le reste, on a notamment les caractéristiques du bien et les équipements. Donc, le notaire est dans l'incapacité sans échange, effectivement, avec l'acquéreur. Il ne visite pas le bien, lui. Exactement. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que si effectivement le DPE est opposable, en revanche, en termes de sanctions, l'acquéreur qui s'est trompé de bien, il n'obtiendra pas l'annulation de la vente. Il obtiendra une indemnisation des dommages et intérêts. Donc, voilà, il faut prendre le temps de lire son diagnostic et il faut bien évidemment se confier à son notaire. Et si justement, effectivement, on a un doute, on appelle son notaire ou on appelle son diagnostiqueur également. Vincent, la question qui fâche dans le marché réel, dans le concret, est-ce que ce changement de lettre, ça fait monter, baisser le prix? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, un DPE, une passoire thermique, donc un DPE Angers pèse vraiment sur le prix, notamment pour tous les propriétaires qui souhaitent acheter des logements pour investissement. Tu le vois. Oui, puisque depuis le 1er janvier 2025, nous avons l'interdiction de louer les appartements Angers. À partir du 1er janvier 2028, nous aurons l'interdiction de louer les appartements en F. Donc, bien évidemment, ça pèse sur le prix de vente des biens immobiliers. Mais après, le changement de lettre uniquement ou l'évolution d'une lettre, ça ne suffit pas à fixer un prix. C'est éventuellement la quantité des travaux que l'acheteur va devoir engager qui pèse aussi quand même sur le prix de vente et pas simplement le diagnostic. Alors, si j'ai un vendeur qui avait mis une annonce avec un logement, par exemple, qui était en G, allez, on va dire G, en 2025. Il se rend compte, parce qu'il a suivi tout droit, et il va sur le site de l'ADEME, et il se rend compte que son logement, finalement, est passé en F. Il peut augmenter son prix? S'il le vend en direct, oui, il pourra changer son prix, mais généralement l'acquéreur, ceux qui sont en recherche, ils connaissent les prix, les biens qui sont proposés, donc malheureusement, c'est trop tard. S'il est mis en annonce, il va difficilement pouvoir le corriger, on est d'accord. Ok. Oui. Donc typiquement, c'est avant de mettre son bien en vente, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'est avant, et puis nos agents immobiliers ont été conseillés sur cet aspect-là, où effectivement, nous avons demandé à nos commerciaux de parfois patienter le 1er janvier pour pouvoir mettre un bien à la vente, parce qu'on savait que la note énergétique allait être changée en allant sur l'ADEME que nous a expliqué Jean-Philippe. Et c'est pour ça qu'il faut suivre tout droit. Je dirais que plutôt que de G à F, c'est plutôt de F à E. D'accord. Puisque c'est là qu'on sort du statut de passoire. Et avoir une lettre F, c'est mieux que G, mais en 2028, on est sous le coup de l'interdiction. Ok. Donc c'est quand même pas encore super. Donc c'est vraiment passage F à E, toi Gaël, qui pour toi fait la différence. Et on en voit finalement pas mal, puisque tu disais qu'il y avait beaucoup de logements qui allaient être concernés là, sur toute la France. Oui, ça fait... Alors, on arrive maintenant au sujet de la location, parce que là encore, c'est un sujet concret. Et tu viens d'en parler, Vincent, on peut avoir des interdictions de louer. Et la prochaine, elle arrive vite, parce que F, c'est 2028. Donc concrètement, vous êtes un bailleur. Votre logement est chauffé à l'électricité et vous espérez une meilleure lettre depuis le 1er janvier 2026. Alors Vincent, en gestion locative, qu'est-ce que tu vois, toi? Il y a des contraintes, des blocages, des questions, ça se passe comment? Déjà, l'urgence, c'est de régulariser son DPE. Parce qu'on a déjà vu que base. Bon nombre de logements qui étaient en interdiction de louer sortent de l'interdiction de louer au 1er janvier 2026. Ça, c'est factuel. Deuxième problématique que rencontrent nos propriétaires bailleurs, c'est que tous les appartements qui sont en passoire thermique G et F ont une interdiction de réviser le loyer. Donc, de toute façon, même si vous avez le droit de louer votre logement, il faut sortir de cette passoire thermique. Il y a un blocage. Puisqu'il y a un blocage de loyer. OK. Alors, justement, Gaël, le fameux bailleur, c'est plus le vendeur, c'est le bailleur maintenant. À nouveau, tu n'as que des gens paniqués, toi, qui viennent te voir. Lui, il est en F, en tout électrique. Qu'est-ce que tu peux lui proposer concrètement comme solution? Alors là, Alex, c'est notre métier de conseiller justement sur les travaux à réaliser en fonction de ce que va nous dire le propriétaire sur son bien, ses caractéristiques techniques et thermiques. Et on va mettre ça en face des aides financières qui sont mobilisables pour voir avec le propriétaire si... il vaut mieux entreprendre une rénovation globale, une rénovation par étapes. Quels sont les travaux qui seraient le plus intéressants
en fonction de la typologie du bien, si on est en appartement, maison, etc. Alors Gaël, le diagnostic de la LEC, il est payant, gratuit, ça marche comment? Nous sommes service public, c'est un service gratuit et neutre. Gratuit, c'est important de le mettre parce que quand même pour les gens c'est déjà lourd, on se dit qu'il va y avoir des travaux, mais si en plus à chaque étape je vais devoir payer quelque chose, on peut le rappeler quand même. Je vais sur le site de l'ADEME, je remets à jour mon diagnostic, c'est gratuit. Je viens voir la LEC, je peux avoir un diagnostic gratuit aussi. Et donc derrière, toi, tu proposes, tu aides pour aller finalement voir les organismes qui peuvent donner des subventions, c'est ça? Tout à fait. Je peux même dire que nous sommes Espace Conseil France Rénov' et qu'il n'y a pas que la LEC à Grenoble. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'un peu plus loin, tous les espaces Conseil France Rénov' sont le service public pour conseiller sur les travaux et les aides financières. D'accord. Alors Erika, toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu vois? Quel est le point que les bailleurs sous-estiment le plus? Qu'est-ce que tu vois? Ce qu'on préconise et ce qu'on voit, c'est que les bailleurs, même les propriétaires en général, sous-estiment le fait de donner de l'information pour la réalisation du DPE. Je m'explique. Ça veut dire que pour faire un DPE, on va avoir besoin d'énormément d'informations, de justifications. Ça peut être lourd quand même. Parce que, voilà. La paperasse est lourde. Nos partenaires agents immobiliers, des fois... nous reproche un peu d'avoir un côté administratif un peu lourd, mais il y a des conséquences, sur la lettre. Énorme. Oui. Donc effectivement, on va conseiller de garder les factures de travaux réalisés. Les justificatifs des travaux, ça peut être aussi des photos, avant-après. En gros, tout ce qui va ne plus être seulement déclaratif. On va vraiment avoir besoin de tout justifier. Le technicien, vous verrez d'ailleurs maintenant, le DPE fait un bon nombre de pages. Si on a des insomnies, on peut y aller. Mais voilà. Le deuxième point pratique, ça va être lors de la visite du technicien, c'est rendre accessible vraiment tout le logement. Voilà. Que ce soit les combles, les sous-sols, vraiment rendre accessible tout ça. Indiquer aussi où l'isolation peut être visible dans le bien. Ça peut passer par des petites actions d'enlever des caches de prise, de faire un petit trou dans un placard si vraiment l'isolation n'est pas visible à l'œil nu. D'accord. Et il est vrai que nos techniciens utilisent dans certaines situations des caméras endoscopiques de façon à voir l'isolation quand elle n'est pas visible. Voilà. Alors, Jean-Philippe, à ton niveau, pour un bailleur, quel est le réflexe à avoir en 2026 pour ne pas se retrouver au contentieux avec son locataire? Il y a 3 réflexes principaux à avoir, ce qui va recouper effectivement ce que Vincent nous a dit. Il faut se poser la question qui fâche. Mon DPE m'autorise-t-il à louer mon bien, puisqu'on l'a dit, depuis 2025, G, c'est interdit, on le répète, c'est important, en 2028 F et en 2034 E. Ça veut dire que si je n'ai pas le droit de louer mon bien, je ne le loue pas. Effectivement, là, on est en infraction. Le deuxième réflexe, si je ne peux pas louer, je fais mes travaux. Et il faut sécuriser la situation. Si j'ai fait des travaux, je ne me contente pas de faire mes travaux, je refais un diagnostic de performance énergétique après mes travaux pour pouvoir me protéger en cas de contentieux. Et on l'a dit, effectivement, en cas de contentieux, le juge va pouvoir soit réviser le loyer à la baisse, soit ordonner des travaux, et dans les cas très extrêmes, c'est très rare, suspendre le paiement du loyer. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, on va quand même rassurer un petit peu le bailleur, ce qui est une pratique de certains locataires qui s'estiment dans les performances énergétiques et qui suspendent de leur propre chef le paiement du loyer. Non, là, la Cour de cassation a été très claire. Voilà, il faut une décision du juge. Voilà, exactement. C'est vrai que moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'en plus il y a une contradiction dans la loi, c'est que effectivement le juge, il peut, le propriétaire, si le juge estime que les travaux sont trop élevés par rapport à la valeur du bien, il peut ne pas le contraindre à faire ses travaux, mais pour autant, comme on est dans un propriétaire bailleur, lui, il ne peut pas quand même louer son logement. Donc on peut arriver dans des cas où on n'est pas contraint par la justice de faire les travaux, mais pour autant, on ne peut pas louer son appartement. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même un peu technique tout ce sujet. Alors on vient justement de voir les cas concrets. Maintenant, on va quand même répondre à une autre question. Comment savoir si mon DPE est cohérent et qu'est-ce que je peux faire si j'ai un doute? Alors Erika, est-ce que tu peux nous donner les 5 signaux d'alerte à vérifier concernant ce DPE, ce qui doit être contrôlé en priorité? Alors, on parlait du numéro ADEME, ça c'est vraiment important. Tout DPE doit avoir un numéro ADEME. C'est obligatoire. C'est obligatoire. La date de validité du DPE, je reviens sur les certifications et les assurances du diagnostiqueur qui le réalise. Les surfaces, effectivement, si elles ne correspondent pas, ça peut alerter parce que le DPE en dépend fortement. Le type de chauffage mentionné qui ne ressemble pas à celui vu
en visite et des consommations qui sont totalement déconnectées de la réalité. Ça peut aussi interpeller. Après, vous allez retrouver des fois des DPE avec des champs non renseignés ou des valeurs par défaut. Ça c'est pas forcément une alerte. Ça peut venir du fait que le propriétaire n'a pas donné les informations nécessaires et les justifications nécessaires. Exactement. Donc voilà, une fois qu'on connaît tout ça, on devrait permettre de contrôler le DPE. L'exactitude de ce DPE, ou en tout cas de poser les bonnes questions. C'est ça. Toi, Jean-Philippe, quand tu es dans le cadre d'une vente, par exemple, comment tu gères un doute qui aurait été présenté ou levé par rapport au DPE sans que ça bloque tout le dossier ? La vraie contrainte du notaire, souvent les acquéreurs, les vendeurs sont extrêmement pressés. Pour autant, il ne faut pas passer sur ce DPE qui ne serait pas conforme. Donc on a une solution très simple. Il faut revenir sur la base du droit. Quand un acquéreur s'engage pour l'achat d'un bien immobilier, déjà il a un délai de rétractation de 10 jours. Donc en accord avec les parties, c'est assez simple, il est possible effectivement de décaler le délai de rétractation de 10 jours à réception du nouveau diagnostic. L'arrivée de ce nouveau diagnostic, on aura deux conclusions. Au moins, il y aura la bonne info, quoi. Ouais. Soit on est rassuré et puis on continue, on n'a pas perdu de délai, soit il est défavorable et à ce moment-là, on se remet autour de la table de négociation, tout simplement. Mais on a sécurisé juridiquement l'opération. D'accord. Alors, on va voir maintenant le cas où vous avez suivi l'émission, vous êtes allé sur le site de l'ADEME, vous avez rentré votre petit numéro du DPE et vous constatez que votre lettre n'a pas bougé. Donc vous êtes triste évidemment ou déçu et vous voulez quand même améliorer votre logement parce que vous avez pris conscience de l'intérêt et de la nécessité de le faire. Alors Gaël, est-ce que tu peux nous donner la méthode, la recette pour justement améliorer le logement sans se tromper dans les priorités ? Les deux erreurs à ne pas faire, déjà pour commencer, c'est de changer tout de suite le système de chauffage sans se poser la question de l'isolation. On risque de mettre un appareil peu adapté ou trop puissant, alors qu'en fait, en isolant, on pourrait mettre quelque chose de plus performant. D'accord. Et puis, les petits gestes de travaux réalisés de manière désordonnée, sans vraie cohérence, ça peut même apporter des nuisances. Voilà. Ensuite, la chose importante à poser comme question, c'est est-ce qu'on est en appartement ou en maison ? Et si on est en appartement, il faut aller voir son syndic ou son conseil syndical pour savoir s'il n'y a pas déjà un projet qui est dans les tuyaux. On n'a pas, ça c'est vraiment important de le retenir, on n'a pas le même réflexe quand on est en individuel ou en collectif. C'est pas la même démarche. S'il y a une démarche collective qui est engagée sur la copropriété, par exemple, il ne faudra pas chercher à isoler les murs par l'intérieur parce qu'ils vont probablement être faits par l'extérieur et on risque de payer 2 fois. D'accord. Voilà. En maison, on se pose moins de questions, on est unique propriétaire et on a une latitude plus grande. Et enfin, il faut se fixer un budget. En fonction de ce budget, déterminer les travaux essentiels, regarder à quelles aides financières on peut avoir droit, soit faire une rénovation globale et avoir des aides plus conséquentes, soit faire une rénovation par étapes, mais toujours en gardant une cohérence, isolation, ventilation, chauffage, etc. En gros, un propriétaire ou un bailleur a quand même tout intérêt à venir consulter la LEC. Le diagnostic va être gratuit, ça lui donne des conseils. Vincent, toi, dans le cadre des régies locatives, tu as déjà vu justement des propriétaires ou des bailleurs qui font n'importe quoi, c'est-à-dire qui se lancent un peu dans des travaux sans avoir construit leur démarche et puis qui se retrouvent avec une lettre qui n'est pas du tout améliorée alors qu'ils espéraient ça. Tu le vois ? Oui, ça nous est arrivé. Alors maintenant, grâce au diagnostiqueur, ils ont aussi présenté maintenant un dispositif qui s'appelle le DPE projeté, où avant de même lancer les travaux, on fournit les devis des travaux que l'on compte engager, on le fournit au diagnostiqueur qui va rendre une prévision de la nouvelle lettre énergétique. D'accord. Alors justement, Erika, je rebondis vers toi. Pour un logement tout électrique, il y a des améliorations qu'on peut apporter et lesquelles font souvent la différence. Tu vois quoi ? On va parler de l'isolation en priorité, du changement de système de chauffage, de la ventilation. L'idée, c'est vraiment de ne pas subir son DPE, mais d'essayer de le comprendre pour vraiment améliorer, mais de faire des améliorations ciblées, comme le disait Gaël, et de ne pas partir tout azimut dans des travaux qui potentiellement pourront servir à rien. Et toi, tu en fais des DPE projetés, on te les demande, tu les proposes, ça marche? Alors, on nous en demande beaucoup actuellement, parce que c'est vrai que les gens sont vraiment dans une démarche d'amélioration de leur habitat, que ce soit pour de l'investissement ou de la résidence principale. Et aussi, on a une notion de DPE projeté pour tout ce qui est crédit immobilier.
Donc on a aussi des banques qui demandent des simulations de DPE pour financer l'enveloppe des travaux. Jean-Philippe, dans les dossiers, est-ce que tu vois souvent, toi, un acquéreur qui dit j'achète, mais sous condition que le vendeur ait obtenu un DPE qui soit passé en D, par exemple, puisque c'est un peu le seuil au niveau des locations, ça t'arrive? Non, ça on l'a voit encore peu. Non, on le voit encore peu. On se contente. Les gens sont plus axés effectivement sur le lettrage, et s'ils sont dans notre bureau, généralement la décision d'achat elle est assez faite. Donc c'est vraiment de la responsabilité du notaire justement de sensibiliser le client s'il a été léger à ce niveau-là. Alors, Vincent, pour un acheteur ou pour un locataire, qu'est-ce qui le rassure vraiment quand un logement a été amélioré au niveau de la lettre? C'est quoi qui le rassure? C'est un DPE qui est actualisé après travaux, qui est définitif. Et puis, comme disait Erika, des factures claires pour assurer, et puis un discours cohérent entre le vendeur, l'acheteur et l'agent immobilier. Jean-Philippe, un mot de droit pour conclure? Je suis entièrement d'accord avec Vincent. On ne fait pas d'économie de bout de chandelle, on refait son diagnostic après travaux, on l'annexe effectivement ou à la vente ou le cas échéant effectivement au bail. Ça permet de consolider la valorisation du bien pour le vendeur, ça permet, si on est bailleur, de dormir sur ses deux oreilles, et ça évite toute discussion avec locataire ou acquéreur et de se retrouver devant le juge. C'est ce qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Alors, 3 idées simples pour finir. En 2026, certaines lettres ont bougé, mais ce n'est pas automatique. Commencez par vérifier le profil de votre bien et la cohérence de votre DPE. On rappelle qu'une lettre améliorée ne remplace pas une amélioration réelle. On reste transparent et factuel sur les travaux. Le bon réflexe, c'est un plan clair. Vérifiez, sécurisez vos documents et priorisez les actions efficaces, surtout si vous louez. Merci de nous avoir suivis. Promis, on retrouve Plume qui, j'en suis sûre, vous a bien manqué la prochaine fois. C'était Tout droit. On se donne rendez-vous très vite pour la prochaine émission.